C'est l'info, votre double page info du week-end, Martin Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour ce 28e numéro de C'est l'info. Au sommaire cette semaine, nous commencerons par parler de l'Italie. Dimanche dernier, les Italiens étaient conviés aux urnes, 73% d'entre eux s'y sont d'ailleurs déplacés et malgré cela, aucune force politique n'a réellement réussi à émerger. Néanmoins, des enseignements politiques sont à tirer, comme la poussée en flèche du mouvement 5 étoiles, la mise en retrait du parti de Silvio Berlusconi ou encore le parti démocrate de Matteo Renzi qui obtient le score le plus bas jamais obtenu par un parti de gauche depuis les débuts de la République en Italie. On analyse tout cela avec Paolo Levi dans quelques instants. Le bras de fer opposant TF1 aux opérateurs internet et satellites se poursuit après que Canal ait coupé le signal des chaînes du groupe de Martin Bouygues. La chaîne cryptée a été sommée de rétablir le signal par l'État. Néanmoins, aucun accord n'a été trouvé et deux opérateurs sont également dans le viseur de la une, Orange et Free. Vivre 100 jours sans fréquenter une seule grande surface, voilà le défi fou qu'a relevé Mathilde Gola. Elle travaille au Figaro et elle a décidé de mettre en lumière au travers d'un livre son expérience. Une expérience durant laquelle la journaliste a très souvent été aidée par les internautes afin d'être aiguillée dans ses recherches. Nous serons justement avec elle et elle vous livrera ses impressions ainsi que les points sur lesquels elle a été gagnante en réalisant cette expérience. Vous verrez, c'est assez impressionnant. Soyez les bienvenus, 28e numéro de C'est l'info qui commence tout de suite. Restez donc bien confortablement installés. C'est l'info, l'invité de la semaine. Les élections du 4 mars auxquelles ont participé 73% des électeurs inscrits laissent l'Italie dans un état de grande confusion quant à son futur gouvernement. On va en reparler avec Paolo Levi. Bonjour Paolo. Bonjour à vous. Alors ces résultats, ils confirment et ils amplifient par rapport au sondage la croissance du mouvement 5 étoiles, 32,6% à la Chambre des députés qui domine notamment dans le sud du pays, ce qui laisse apparaître une fracture nord-sud. Deuxième conclusion de ces élections, c'est que Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi, périclite et doit accepter la primauté de la Ligue du Nord dans le cadre de l'alliance avec la droite. Et puis troisième enseignement, c'est que le parti démocratique de Matteo Renzi obtient le score le plus bas pour un parti de gauche depuis le début de la République avec 18,7%. Il arrive en troisième position parmi les partis de tendance social-démocratique dans le pays du continent. Finalement, Paolo Levi, on a vraiment l'impression que l'Italie se retrouve au lendemain du 4 mars coupée en deux davantage que par le passé. Oui, absolument. C'est très juste. Si on analyse la carte électorale du pays au lendemain du vote de la semaine dernière, le dimanche dernier, on va observer un pays complètement fissuré, coupé en deux, je dirais même disloqué. Comment l'expliquer ? On peut l'expliquer par les promesses électorales qui ont été faites. Tout d'abord, j'en peux citer deux. Au sud, où le mouvement 5 étoiles a fait une percée extraordinaire, je pense que les électeurs sont tombés sous le charme d'une des majeures promesses de ce mouvement populiste, qui est le revenu universel, celui-là même qu'avait proposé Benoît Hamon dans la campagne présidentielle française. Oui. Et disons, ces deux mots, revenu et universel, ont en quelque sorte conquis l'électorat du Sud qui, je le rappelle, est la région italienne qui le plus a souffert de la crise et du chômage. Et donc, l'idée de pouvoir empocher une fois par mois une belle cagnotte de l'État, probablement a séduit beaucoup d'électeurs. Quant au Nord, qui est beaucoup plus riche et où le revenu universel, les riches du Nord, ils peuvent vivre même sans, ce qui a été le plus percutant a été la campagne de la Ligue du Nord, de ce mouvement très très semblable au Front National de Marine Le Pen,
qui mène un discours anti-immigré, à la limite xénophobe, et nationaliste, souverainiste, etc. Et c'est ce qui a, en quelque sorte, convaincu les électeurs du Nord à voter pour le leader de ce mouvement, Matteo Salvini, plutôt que pour le mouvement 5 étoiles. Donc, si on peut synthétiser en deux, un Sud plus pauvre à la traîne, exclu en quelque sorte de la mondialisation, qui vote pour le revenu universel, donc pour une mesure très très sociale, etc. Et un Nord richissime qui n'a pas besoin, disons, de s'appuyer sur la cagnotte mensuelle de l'État, mais en revanche de plus en plus replié sur lui-même et fâché pour la question migratoire et les peurs xénophobes et, et de l'autre. Et alors Paolo Levi, je vous interromps, hein, pour comprendre un petit peu, beaucoup d'analystes disent maintenant que l'Italie passe sous la houlette de l'extrême droite et va devenir de plus en plus eurosceptique. Que répondez-vous à ces analystes? Je ne sais pas s'il va passer sous la houlette de l'extrême droite, ça me paraît un brin exagéré. Parce que si on peut définir le seul mouvement vraiment d'extrême droite digne de ce nom est le parti Fratelli d'Italia d'une mademoiselle qui s'appelle Giorgia Meloni, qui a obtenu plus ou moins 3,9% des votes. Le mouvement de Salvini est un mouvement nationaliste, certes avec des relents xénophobes et même racistes, mais qui n'est pas exactement un mouvement d'extrême droite, notamment pour ce qui est sa conception de l'État et de l'économie. Et donc, je suis pas sûr qu'on puisse dire que l'Italie bascule vers l'extrême droite. Une chose est sûre et certaine, après avoir inventé le populisme moderne avec l'avènement de Berlusconi en 1994 et surtout avec l'arrivée du mouvement 5 étoiles au Parlement en force en 2013, aujourd'hui, en 2018, l'Italie, qui doit toujours exagérer, qui aime l'exagération, elle invente le bipolarisme populiste. C'est-à-dire que si dans tous les autres pays, vous vous contentez d'une force populiste, chez nous, maintenant, il y en a deux. Une, certainement, plus à droite et une certainement plus sociale et peut-être à gauche, même si le mouvement 5 étoiles est vraiment inclassifiable. Mais oui, plus qu'un retour de l'extrême droite, je dirais vraiment une poussée incroyable de ces mouvements anti-système, parce que aussi ce terme populisme, on peut plus l'entendre, il nous sort des oreilles et c'est un peu un adjectif pour tout. Oui, c'est ça, c'est difficile de définir le populisme. Qui est en train de perdre de plus en plus de sens parce que tout est populiste. Mais certainement, deux mouvements anti-système aujourd'hui se sont imposés en Italie, ce qui ne veut pas dire qu'ils seront en mesure de former un gouvernement. Voilà, ça c'est très important. Oui, et alors les Italiens, parce que quand même on clame un peu partout que ce pays est ingouvernable, que on rentre dans une impasse qui va durer 6, 9 mois, 1 an, on ne sait pas trop. Comment réagissent justement ces Italiens? Parce que les Italiens ont quand même voté à 73%, il faut le rappeler, c'est quand même une participation qui est assez importante. Qu'est-ce qu'ils en disent? Oui, déjà, presque un Italien sur deux a voté pour un mouvement anti-système, un mouvement populiste, ce qui est incroyable, parce que, voilà, il y avait un pays qui était, historiquement, qui a été très, très europhile tout au long de l'après-guerre, c'est vraiment l'Italie, donc il y a eu vraiment une sorte de grogne, de lassitude par rapport à cette Europe. Il y a beaucoup d'Italiens se sont aussi, en quelque sorte, sentis abandonnés par les partenaires de l'Union européenne, notamment pour ce qui concerne la question migratoire. N'oublions pas en plus que l'Italie sort d'une crise virulente, presque plus grave, ou en tout cas comparable à celle de 1929. Donc tous ces éléments ont créé une bombe, une sorte de bombe électorale qui s'est traduite
dimanche et qu'on a vu exploser. Maintenant, pour ce qui concerne l'avenir, nous sommes tous les Italiens sont quelque part sonnés parce que ils se sont réveillés avec un pays ingouvernable. Il y a aujourd'hui 3 blocs. Aucun de ces 3 blocs est en mesure à lui seul de former un exécutif et une majorité digne de ce nom, qui soit en mesure de garantir voilà, la gouvernance du pays sur une période, sur une législature. Et donc aujourd'hui, on attend jusqu'au 23 mars pour trouver une forme d'architecture institutionnelle et politique qui puisse permettre des alliances, des compromis entre les différentes parties. Après, on verra le 23 mars, notre président de la République, qui est le garant de la Constitution, et c'est à lui, en quelque sorte, de nommer le leader du parti auquel confier, en quelque sorte, le rôle de la tentative de former une coalition en mesure de gouverner. On va voir s'il va désigner le premier parti italien, qui est aujourd'hui Mouvement 5 étoiles, et donc s'il va confier cette tâche à Luigi Di Maio, qui la revendique bien sûr, ou s'il va décider de confier cette tâche non pas au premier parti, mais à la première coalition, qui est celle de centre-droit, donc Salvini, Berlusconi et l'extrême droite, et qui revendique aussi bien sûr ce primat. Et maintenant, pour ce qui est de l'actualité brûlante de ces jours en Italie, il y a le mouvement 5 étoiles qui, après avoir fait 5 ans d'opposition virulente contre le centre-gauche, en lâchant les pires insultes de dégagisme qu'on puisse imaginer, aujourd'hui, le mouvement 5 étoiles, dans ces heures même où on parle, fait les yeux doux au centre-gauche, donc au Parti démocrate, parce qu'aujourd'hui, il serait le seul allié possible pour pouvoir permettre aux 5 étoiles de former une alliance et donc de gouverner le pays. Et le Parti démocrate est en train de se fracturer sur ça, c'est-à-dire qu'il y a toute l'aile de Matteo Renzi qui dit non, 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 jamais on s'alliera avec les populistes du mouvement 5 étoiles, mais il y a aussi une partie, certes minoritaire, mais bien présente, des démocrates qui voilà, sont en train d'y réfléchir. Donc on verra si cette offre de Luigi Di Maio, cette main tendue de Luigi Di Maio à la gauche va porter à quelque chose ou pas. Oui. Il est plus improbable que Di Maio tende sa main à Matteo Salvini et dans ce cas-là, ça serait vraiment un scénario noir catastrophique parce qu'on aurait une majorité et un gouvernement issus des deux forces, des deux extrêmes, des deux forces populistes. Oui, ce qui serait une catastrophe pour l'Italie et pour toute l'Europe en général. Même si ce Luigi Di Maio, dans une interview que peut-être vous avez lue récemment au Monde, s'est montré très très europhile. Il a même dit qu'il a une grande estime pour Emmanuel Macron, qu'il considère qu'il a la bonne approche parce que l'Europe comme elle est à l'heure actuelle, elle va pas, il faut la réformer, etc. Donc, il s'est un peu institutionnalisé ce leader du mouvement 5 étoiles. On est bien loin des insultes et des tons hauts en couleur de Beppe Grillo. Oui, et alors justement, c'est une apparence ou il s'est réellement institutionnalisé et ça va perdurer dans le temps? Alors, Luigi Di Maio a toujours été en quelque sorte l'incarnation du côté le moins colorié, le plus sobre en quelque sorte du mouvement 5 étoiles. L'impression, c'est que ce monsieur, qui est un passionné de politique, ait trouvé dans ce mouvement une fenêtre d'opportunité pour faire de la politique dans sa vie. Mais c'est vrai que dans le ton, dans la posture, il est très très loin des autres hommes politiques du mouvement 5 étoiles. Ouais. Il a été toujours très très posé, il a 31 ans, etc. Après, il faut voir s'il bluffe avec l'Europe ou s'il bluffe avec les Italiens. En tout cas, une chose est sûre, lui, il a transformé ce parti qui se voulait au départ comme un parti
l'opposition, etc. On a un parti, du moins c'est son ambition, qui puisse gouverner. Et pour gouverner un pays, on ne peut pas faire 24 heures sur 24 les comiques ou les troublions, etc. Une chose est sûre, Di Maio est aussi celui qui, en quelque sorte, pour la première fois, casse un tabou fondamental du mouvement 5 étoiles, c'est-à-dire celui que jamais au monde ils auraient pu faire un compromis avec d'autres partis. En proposant au Parti démocrate de faire une alliance, en tendant la main au Parti démocrate, c'est pour le mouvement 5 étoiles une révolution copernicienne. Pour la première fois, il renonce à cette posture folle de ne vouloir en quelque sorte s'allier avec personne, parce qu'il considérait dans cette vision dégagiste de la politique que tout le monde était pourri et que seuls eux étaient les seuls dépositaires de l'honnêteté et de la pureté. Donc, disons, par ce geste qu'a fait dans ces heures-ci, hier Luigi Di Maio, on a vu qu'il y a quand même une attitude très très différente par rapport au passé. D'accord. Et au radicalisme du peuple. C'est ça. Alors en tout cas, il est toujours intéressant après une élection, surtout en Europe, d'analyser les marchés financiers. Visiblement, les marchés réagissent avec calme, hein, une certaine indifférence même des marchés qui s'habituent peut-être aux frasques de la vie italienne. Le cours de l'euro-dollar, contrairement à ce qu'on pouvait penser, n'a pas baissé. On est toujours sur 1,22. Et bien en face de cela, Le Monde, le quotidien français, dans sa une datée du 6 mars, parlait de cataclysme électoral en Italie. Alors vous, Paolo Levi, vous travaillez à Paris, vous êtes donc le correspondant du journal italien La Stampa et de l'agence ANSA. Est-ce que vous ressentez la même chose que vos confrères du Monde? Cataclysme électoral en Italie? Un cataclysme, heureusement, on en a connu, heureusement, non, on en a connu pire de cataclysme. Certainement, ça a été un grand basculement. Cataclysme, c'est peut-être un brin excessif. Certes, l'Italie, dimanche, a complètement bouleversé une certaine façon de faire la politique. Les partis traditionnels dans le centre-gauche comme au centre-droit, les deux en sont ressortis les bras cassés. Et c'est vrai qu'il y a eu, pour la première fois, l'essor de ce populisme bipolaire, c'est-à-dire deux pôles populistes divergents, que c'est un truc jamais vu dans l'histoire républicaine italienne, mais je pense que c'est du jamais vu aussi en Europe. Donc, cataclysme, peut-être pas, mais c'est vrai que c'est un grand tremblement de terre pour la politique italienne. Pour ce qui concerne les marchés, selon les analystes, ils sont plutôt tranquilles parce que ça leur va très très bien, disons, le statu quo actuel, parce que tant qu'il n'y aura pas, disons, une sortie de crise, le gouvernement qui reste en place est celui de Paolo Gentiloni, qui est le Premier ministre italien qui jusqu'à aujourd'hui a conduit les réformes et avec des résultats indubitablement très très positifs. Et donc les marchés, tant qu'il y a ce monsieur et ce gouvernement et ces ministres au pouvoir, est tranquille. Le jour où peut-être il y aura la possibilité d'un scénario noir avec une coalition Salvini, Di Maio ou d'autres magouilles bizarres, probablement les marchés vont commencer à s'agiter. Pour l'instant, on est tranquille parce qu'on est sous le chapeau de ce gouvernement très très compétent qui suscite en tout cas la confiance des marchés, des partenaires internationaux. Peut-être on se dirige même vers un scénario à la belge ou à l'espagnol où on a mis des mois pour trouver une issue de crise. Il n'est pas exclu que face à l'impossibilité de former une coalition qui puisse diriger le pays, les Italiens soient rappelés une nouvelle fois aux élections anticipées.
on va voir ce que ça va donner. Après, un autre facteur, c'est le fait que l'Italie, peut-être c'est important de l'expliquer aussi en France, où c'est un système très très centralisé, mais l'Italie est un pays quand même très fédéral, où les régions ont beaucoup de pouvoir d'action, et donc même sans un gouvernement, c'est un pays qui continue à rouler au niveau local tranquillement. C'est pas un pays où tout s'arrête s'il n'y a pas un gouvernement. C'est un peu comme la Belgique. La Belgique, on l'a vu, on était tous bouche bée parce que ça a duré un an et plus, et tout marchait très très bien, parce que là aussi il y a des structures locales qui garantissent en quelque sorte le bon déroulement de la machine administrative. Et puis il y a évidemment toutes les institutions. Merci beaucoup Paolo Levi d'avoir répondu une nouvelle fois à nos questions. On vous avait déjà eu la semaine dernière, correspondant à Paris du journal italien La Stampa et de l'agence ANSA. On se retrouvera en tout cas peut-être dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, pour reparler de cette situation, en espérant que tout cela ait avancé d'ici là. Merci beaucoup Paolo Levi. Merci à vous, à bientôt, au revoir. Les coulisses de l'info, Gaëtan Helmans. Les coulisses de l'info avec Gaëtan Helmans. Bonjour Gaëtan. Bonjour Martin, bonjour à tous. Et Gaëtan, vous avez décidé cette semaine d'aborder un sujet qui pourrait être une série fictive, une création originale pour d'autres, le point sur la saga du groupe Canal+. Alors Martin, moult et moult rebondissements ces derniers jours, et cette fois-ci j'accueille tout le monde sur scène, opérateurs comme le groupe TF1, mais avant, petite rétrospective, et je pense qu'il faut bien ça. Pour la genèse de l'histoire, il faut remonter bien en arrière, 2 ans précisément, et l'arrivée de Gilles Pélisson au poste de PDG de TF1. Peu après ça, il allait prendre une décision qui allait alimenter les discussions du PAF, le paysage audiovisuel français, des mois durant. Cette décision, c'est la rémunération de ces chaînes et services proposés aux différents opérateurs. C'est là qu'allait naître l'offre TF1 Premium, avec des services existants enrichis de nouveautés comme des programmes en avant-première, le retour au début d'un programme et bien d'autres. Il annonçait à des anciens élèves d'une école de commerce le 14 novembre dernier, je cite, « À partir du moment où 50% des Français reçoivent la télévision par le triple play, il est logique que nous soyons rémunérés. » Et d'ajouter, je cite toujours, « Autrement dit, les Français abonnés au box payent chaque mois leur opérateur, notamment pour recevoir la télévision, dont TF1. TF1 doit donc recevoir sa part, les géants des télécoms ayant largement les moyens de verser cet obol. » À titre d'exemple, en Belgique, les opérateurs Orange Belgique et SFR Belgique rémunèrent TF1 pour distribuer son signal. Évidemment, les opérateurs ont très mal accueilli la nouvelle. Pourquoi payeraient-ils pour des chaînes qui sont disponibles gratuitement sur la TNT ? Ceci dit, les négociations commencent et ça ne s'annoncera pas facile. Pour presque tous les opérateurs, ça se soldera par une fin de contrat de diffusion, faute d'accord, et de la coupure du replay. La diffusion étant en charge de l'opérateur, le groupe TF1 n'a pas la main mise sur cela. Les discussions avancent et le premier à céder, si j'ose dire, c'est SFR Altice en novembre dernier, après 1 an de discussion. La somme de cet accord se chiffre en millions d'euros, entre 10 et 20 millions. L'accord prévoit l'enrichissement des fonctionnalités citées plus tôt, mais aussi une exclusivité pour cet opérateur sur le lancement, prochainement, de la future chaîne de programmes 4K de TF1, qui ne sera disponible que sur SFR durant les 6 premiers mois de son existence, avant un déploiement aux autres opérateurs. Mais également sur le coût, qui sera désormais pris en charge par le groupe TF1, de la diffusion des chaînes en clair qui se chiffrent également en plusieurs millions d'euros pour le groupe. Une économie pour SFR de ce côté-là, rien n'est sûr. Quoi qu'il en soit, le communiqué des 2 groupes tend à montrer qu'aucun n'a cédé aux demandes de l'autre. Apparemment, il se murmurait même que SFR ait accepté l'accord que si les autres opérateurs soient alignés sur cette même somme.
Fin janvier, le second à avoir cédé n'est autre que la filiale de TF1, le groupe Bouygues avec Bouygues Télécom. Les nouveautés pour les abonnés sont exactement les mêmes que pour SFR. Et ce seront les deux seuls, pour l'instant, avec qui le groupe TF1 a trouvé un accord. Pour les trois restantes, Orange, Free et le groupe Canal, les discussions sont très compliquées, voire dans l'impasse. Il y a quelques mois, Orange a porté plainte devant le tribunal de commerce de Paris pour exigence de sommes astronomiques de la part de TF1. Fin février, Canal+ suivait les pas d'Orange pour les mêmes raisons. Mais il y a une semaine, le jeudi 1er mars, à 23h40, la situation s'aggrave. Canal+ décide tout simplement de couper le signal des 5 chaînes gratuites du groupe TF1. Directement, les audiences de TF1 déclinent. À titre d'exemple, le JT de TF1 du vendredi 2 mars affichait 4 910 000 téléspectateurs pour 22,4% de part d'audience et celui de France 2 un inhabituel 5 750 000 téléspectateurs pour 26,1% du public. Un record en part d'audience depuis février 2007. Ensuite, mercredi, le groupe TF1 et le groupe Canal+ se retrouvaient devant le CSA où les deux groupes ont dialogué. Il en résultera la remise partielle dans la soirée de mercredi à 23h01 précise du signal de TF1, TMC, TFX, TF1 Série Film et LCI, mais ce uniquement sur l'offre satellite TNT-SAT. Les 1 800 000 abonnés Canal sur Box restent eux privés de ces 5 chaînes. Dans un communiqué, je cite, à la demande du CSA et du communiqué du ministère de la Culture qui a précisé que les programmes des chaînes gratuites devaient être gratuites pour les clients servis par satellite, le groupe Canal+ va rétablir le signal dans la soirée. Désormais, c'est Free qui menace de manière imminente de couper le signal à son tour après avoir fait une nouvelle offre raisonnable, donc loin des 20 millions d'euros réclamés par le groupe TF1. Même son de cloche du côté de Orange qui précise, je cite, TF1 refuse toute avancée significative et reste bloqué sur son prix. Ça n'avance pas. Cela nous conduit à ne rien exclure, y compris la coupure du signal TF1. Bref, Martin, même bien expliqué sous toutes ses coutures, de la genèse à maintenant, une chose est sûre, c'est qu'on en reparlera certainement encore dans les prochains numéros de C'est l'Info, en espérant une issue favorable pour tout le monde dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Semaine d'ailleurs que je vous souhaite excellente. Restez sur C'est l'Info, nos réseaux sociaux que je vous invite à rejoindre et c'est-l'info.fr. Merci d'ailleurs d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre. À la semaine prochaine pour d'autres actus conso, mobilité et médias. Le duplex et nous rejoignons à présent Franck Payanav depuis Mont-de-Marsan cette semaine. Bonjour Franck. Bonjour Martin, bonjour à tous. Mont-de-Marsan, pourquoi ? Eh bien parce qu'il y avait, nous enregistrons ce duplex le samedi 3 mars, il est actuellement 17h, et il y avait ce matin une manifestation de routards et d'automobilistes contre la nouvelle mesure du gouvernement de limiter la vitesse à 80 km/h. Exactement, ils étaient environ 300-400, on n'a pas les chiffres exacts, en tout cas ils ont manifesté dans Mont-de-Marsan, tout d'abord à pied, ils se sont rendus dans le marché de Mont-de-Marsan, là où se trouvait Christophe Castaner, le secrétaire général de La République En Marche. Il devait le rencontrer à ce moment-là, finalement il l'a rencontré quelques minutes plus tard à la mairie. On a demandé à assister à au moins l'arrivée de Christophe Castaner dans la mairie pour le tour de table, ce qu'on appelle un tour d'image, ce qui a été refusé par La République En Marche et le cabinet du secrétaire d'État. Une réunion qui a duré un petit peu plus d'une heure, et je vous propose d'écouter l'une des personnes qui a participé à cette réunion. Excusez-moi encore, c'est la présidente de l'association Colère 40. Oui, donc on a bien été reçus, il n'y a pas de problème, ça s'est bien passé. Nous avons un rendez-vous qui va se caler donc, cette semaine avec Monsieur Lenné et nous allons lui faire toutes les propositions et il va nous expliquer ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire et qui sera remonté au gouvernement ou pas. Est-ce qu'il vous a dit quelque chose en particulier ? Non, pour le moment non, il va faire remonter des choses au gouvernement, donc c'est plutôt satisfaisant.
c'est plutôt satisfaisant. La rencontre s'est très très bien passée. Une mobilisation qui a continué après, des blocages un petit peu partout sur la rocade de Mont-de-Marsan avant une dislocution de groupe aux alentours de 14h, donc samedi dernier, ce samedi au moment où on enregistre le duplex. Oui, Christophe Castaner qui a tout de même poursuivi sa journée au théâtre de Mont-de-Marsan pour participer au débat sur les enjeux européens avant les européennes de l'an prochain. Exactement, une conférence sur l'Europe avec deux présences très importantes. Vous le disiez, Christophe Castaner qui est d'ailleurs le délégué général de La République En Marche, également secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement, mais également de Geneviève Darrieussecq. Elle est originaire d'ici, de Mont-de-Marsan. Elle est également secrétaire d'État aux armées. C'était une réunion qui regroupait en fait plusieurs comités départementaux. Il y avait les comités départementaux d'Aquitaine, mais également des départements limitrophes, le Tarn-et-Garonne, le Lot, etc., etc. Il y a eu 3 heures de débat qui étaient prévus. Malheureusement, les ministres sont arrivés en retard. Au final, il n'y aura eu que 2 heures de débat. Eh bien oui, c'est aussi le jeu. Et justement, avez-vous réussi à approcher le secrétaire général de La République En Marche, Christophe Castaner, Franck ? Alors oui et non. Pour commencer, il est arrivé donc 1 heure en retard. Au moment où je suis sorti en fait, aller tout simplement chercher à boire, je l'ai vu arriver. Heureusement, j'étais avec la caméra, j'ai pu faire quelques images, mais malheureusement, je n'avais pas le micro pour faire l'entretien qui a été réalisé par des confrères de France 3 Aquitaine et de radio locale. Donc du coup, on avait calé déjà dès la mi-journée un entretien avec Christophe Castaner à la fin de cette réunion avec le chargé de communication de La République En Marche qui nous avait dit qu'il n'y avait aucun problème. Du coup, on est forcément resté à Mont-de-Marsan. Et puis, malheureusement, au début du débat, on nous dit attention, il risque d'être en retard, donc c'est pas sûr. Donc, du coup, on a eu un petit peu peur. Finalement, on nous a reconfirmé que c'était bon. Et à la dernière minute, alors que tout était prêt, tout était branché pour enregistrer l'entretien, eh bien, la conseillère de Christophe Castaner nous a fait tout simplement savoir que Christophe Castaner ne pouvait pas nous répondre. Tout ça parce que, je cite, il avait un avion à prendre. Or, d'après nos informations, l'avion de Christophe Castaner décolle de l'aéroport de Pau à 19h. Or, au moment où il est parti, il était 16h30. Il faut 1 heure pour faire Pau-Mont-de-Marsan, ce qui laissait 1h30 à Christophe Castaner pour répondre à nos questions. On n'en avait que 4. Malheureusement, on n'aura eu aucune réponse. Oui, 4 questions, 5 minutes de réponse. Ça aurait pu évidemment le faire, mais ce sont aussi les déboires du journalisme dont vous en connaissez évidemment de nombreux exemples, hein, Franck. Oui, on peut rappeler notamment qu'on a été persona non grata quand on revient aux élections présidentielles l'année dernière au meeting du FN, mais c'est vrai que là c'était surprenant parce qu'on nous avait dit il n'y a aucun problème, on a été très bien accueillis, mais malheureusement la surprise de dernière minute, elle reste en travers de la gorge un peu. Voilà, et un Christophe Castaner qui a été aussi interpellé par les retraités, Franck, sur cette hausse de la CSG et sur la baisse en conséquence du pouvoir d'achat. Oui, c'était samedi matin au marché de Mont-de-Marsan, le marché qui a visité pendant à peu près une grosse heure. Il a été interrogé par les passants et également par les retraités, ce que vous disiez, mais néanmoins il confié à nos confrères de France 3 Aquitaine qu'il était quand même assez satisfait d'avoir pu rencontrer ses électeurs sur le terrain. En tout cas, on peut imaginer que dans la tête des membres de La République En Marche ici dans le sud-ouest, il y avait une joie dans la salle, beaucoup d'applaudissements pendant le discours du délégué général du parti. Merci beaucoup Franck, donc en duplex de Mont-de-Marsan, toutes les images sont à retrouver sur www.c-linfo.fr. Bon retour sur Pau et on espère que l'on pourra recevoir Christophe Castaner ou un autre dirigeant de La République En Marche dans les prochaines semaines et évidemment. Eh bien oui, on l'espère aussi. Merci beaucoup Martin, à bientôt. Le duplex. Ici Londres. Ici Londres avec Alexander Seal. Bonjour Alexander. Bonjour Martin. Alexander, vous avez choisi de nous parler de Bruno Le Maire qui était en visite éclair et spéciale du côté de Londres, outre-Manche. Le ministre français de l'économie Bruno Le Maire était à Londres mardi. Dans une interview à la BBC, il a dit, en anglais bien sûr, que la France était de retour. France is back. Devant quelques journalistes à la résidence de l'ambassadeur de France en compagnie de Jean-Pierre Jouyet, Bruno Le Maire a en effet évoqué que les banquiers de la City de Londres pourraient bientôt partir vers Paris, post-Brexit. Je peux vous dire que les emplois bancaires qui vont revenir en France se chiffrent en milliers et pas en centaines.
que c'est un mouvement qui va se faire progressivement, ce n'est pas du jour au lendemain. Les grandes banques anglo-saxonnes ne vont pas décider du jour au lendemain, en quelques semaines, de relocaliser des milliers d'emplois, mais sur le long terme, c'est des milliers d'emplois qui seront effectivement concernés, et ça donnera à Paris la possibilité d'être vraiment une des grandes places financières européennes. Il faut savoir que Paris met en avant un climat plus favorable aux entreprises et aux banques anglo-saxonnes depuis l'élection d'Emmanuel Macron à l'Élysée pour attirer des entreprises, notamment financières, installées à Londres et troublées par les incertitudes entourant la sortie de l'Union européenne. Les intérêts des Français, c'est d'avoir le maximum d'emplois en France, c'est de faire revenir des emplois financiers en France. Et toutes les décisions que nous avons prises depuis plusieurs mois pour améliorer l'attractivité du pays, aujourd'hui, ça commence à donner des résultats. C'est-à-dire qu'on a des grandes banques anglo-saxonnes qui hésitaient encore et qui se disent ils ont transformé le système fiscal français, ils ont amélioré le marché du travail, ils ont réussi à obtenir l'agence bancaire européenne à Paris. Dans le fond, nous allons relocaliser des emplois en France. C'est notre responsabilité que de rendre la France plus attractive, d'avoir plus d'investissements, plus d'emplois pour les Français. La question qui fâche entre le Royaume-Uni et la France, c'est les services financiers. Dans un anglais parfait, Bruno Le Maire a précisé que les décisions quant au passeport financier et à l'union bancaire de l'Union européenne n'étaient pas contre le Royaume-Uni. We have nothing against the UK. Nous n'avons rien contre le Royaume-Uni, a-t-il répété. Cependant, nous ne pouvons pas vivre mieux en dehors de l'Union européenne que dedans. Il a évoqué un changement suite au discours de Theresa May la semaine dernière. Oui, il y a eu un changement important avec le discours qu'a fait le Premier ministre Theresa May, qui a dit très clairement « Nous n'aurons plus le passeport financier ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les grandes banques qui sont installées à Londres, les grandes institutions financières, elles ne pourront plus travailler en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, sans avoir des autorisations préalables, sans avoir un système d'équivalence. Donc c'est un vrai changement, c'est un game changer dans la situation des grandes banques qui sont installées aujourd'hui à Londres. Et je pense que ça va en inciter certaines à se dire, si on n'a plus le passeport financier, c'est-à-dire la possibilité de travailler directement en Europe sans demander d'autorisation préalable, peut-être qu'il est plus simple d'aller s'installer directement à Paris par exemple pour exercer notre activité. Cependant, le chancelier de l'Échiquier en Angleterre, Philip Hammond, a incité mercredi l'Union européenne à assouplir sa position pour permettre aux services financiers de figurer dans l'accord de libre-échange qu'elle va conclure avec le Royaume-Uni pour organiser leurs relations après le Brexit. Bref, ça tourne en rond. Par ailleurs, Bruno Le Maire a tenu à rappeler que la France et le Royaume-Uni portaient des combats communs. La Grande-Bretagne, c'est un partenaire commercial essentiel pour la France. Et c'est un autre message que je suis venu porter ici comme ministre de l'économie. Nous voulons non seulement préserver cette relation, mais nous voulons la développer. Regardez en matière d'énergie nucléaire le projet d'Hinkley Point, stratégique pour la France. Regardez dans le domaine de l'agroalimentaire, les exportations notamment de viticulture vers la Grande-Bretagne, stratégique pour la France. Et je pourrais vous citer des dizaines d'autres secteurs dans lesquels la relation commerciale, économique entre la France et la Grande-Bretagne est vitale. Les Britanniques ont décidé de sortir de l'Union européenne. C'est leur droit souverain. Moi, je regrette cette décision parce que je pense que nous avions besoin de la Grande-Bretagne, mais la décision, elle a été prise, on en tire les conséquences. Ça ne doit pas abîmer la qualité de notre relation bilatérale entre les deux grandes nations que sont la Grande-Bretagne et la France. Et si je viens ici aujourd'hui à Londres, c'est pour leur dire non seulement sur la relation commerciale bilatérale, on a encore beaucoup de choses à faire ensemble et à développer, mais sur les autres grandes questions économiques, financières, fiscales, internationales, on doit travailler ensemble. Moi, je rappelle que la Grande-Bretagne, elle est d'accord avec nous pour taxer les géants du numérique, les GAFA. C'est un soutien de poids. La Grande-Bretagne est d'accord avec nous pour travailler sur le développement de la finance verte qu'a proposé le président de la République. C'est un élément clé. La Grande-Bretagne est d'accord avec nous pour dire que les décisions que pourrait prendre l'administration américaine sur l'acier avec des barrières protectionnistes, elles sont mauvaises pour tout le monde et que personne ne gagnera une guerre commerciale entre les États-Unis et l'Europe ou entre les États-Unis et le reste du monde. Donc vous voyez bien que quelle que soit la décision prise sur l'adhésion à l'Union européenne, et malgré le Brexit,
Nous avons encore beaucoup de choses à faire ensemble avec les Britanniques. Les négociations du Brexit semblent très périlleuses et difficiles. À la semaine prochaine. C'est l'info, l'invité de la semaine. Allez, nous sommes à présent en ligne avec Mathilde Gola, elle est journaliste au Figaro. Bonjour Mathilde. Bonjour Martin. 100 jours sans supermarché, le premier guide des circuits courts, c'est paru le mois dernier aux éditions Flammarion. Et Mathilde, vous avez donc décidé de vivre pendant 100 jours, 3 mois et demi, sans aller au supermarché, hein, c'est bien cela? Oui, exactement, c'est ça, exactement. Et alors, quel a été votre cheminement? Pourquoi avoir décidé de se lancer dans un tel projet? Alors en fait, le point de départ, c'était la rencontre en fait avec un agriculteur. En fait, moi, je suis normande et au cours d'un de mes périple en Normandie, j'avais rencontré donc le voisin de ma mère qui est éleveur laitier et il était en train d'arrêter son activité. Il vendait ses vaches, ses machines, ses champs. Enfin, il était en train de vraiment de tout arrêter. Donc je comprenais pas très bien parce que c'était pas l'heure de la retraite pour lui et ça me semblait pas normal en fait. Donc je lui ai posé des questions, j'ai cherché à comprendre et il m'a expliqué qu'il anticipait son départ à la retraite parce que il perdait de l'argent tous les mois. Il vendait l'intégralité de sa production à la grande distribution et chaque litre de lait qu'il vendait lui coûtait plus d'argent à produire que ça ne lui rapportait. Donc au lieu de continuer comme ça, aller droit dans le mur, il avait préféré tout arrêter. Et j'étais assez surprise par ce témoignage. J'ai voulu comprendre aussi si c'était une exception ou si c'était vraiment la norme en France et je me suis assez rapidement rendu compte qu'il y avait beaucoup d'agriculteurs et surtout des petits exploitants qui étaient dans cette situation. D'ailleurs aujourd'hui en France, il y a un paysan sur 5 qui ne vit pas de son métier, qui perd de l'argent en exerçant son métier. Donc voilà, il y a vraiment un vrai malaise agricole et voilà, j'ai trouvé que c'était pas logique qu'on connaisse cette situation-là. À l'heure actuelle, j'ai cherché à savoir s'il y avait des solutions qui pourraient aider justement les agriculteurs à s'en sortir, s'il y avait d'autres méthodes de consommation que celles de la grande distribution qui semblent vraiment toucher durement les agriculteurs. Et j'ai interrogé mon entourage, les réseaux sociaux et rapidement on m'a recommandé de me tourner vers les circuits courts, que c'était une autre méthode de consommation qui était vraiment beaucoup plus profitable aux agriculteurs. Mais du coup, moi, je me suis positionnée aussi en tant que consommatrice et je me suis demandé si c'était possible aujourd'hui de vivre en se passant de la grande distribution, en se passant des supermarchés. Et donc, en réfléchissant un peu, je me suis lancée ce défi au départ en ton un peu ludique pour savoir si c'était possible aujourd'hui de vivre sans grande surface. Et du coup, j'ai poussé les choses un peu loin. Je me suis dit que au départ, l'expérience devait être menée sur 1 mois. Donc l'idée, c'était de trouver toutes les solutions possibles, enfin tout ce qu'on achète d'habitude en grande surface, de les acheter en dehors et donc en circuit court. Les circuits courts, c'est un mode de distribution qui fait intervenir maximum un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Donc j'ai dû contourner à la fois les grandes surfaces, les petites supérettes évidemment, mais aussi toutes les coop bio et tous les magasins bio parce que c'est pas du circuit court, il y a plus qu'un intermédiaire entre le consommateur et le producteur. Donc il fallait vraiment que je repense complètement ma façon de faire, ma façon de consommer et que je retrouve de nouveaux réflexes, de nouvelles méthodes de consommation. Et donc, comme j'étais pas très habituée, j'étais pas dans ce type de consommation, j'ai tout de suite d'entrée de jeu sollicité les réseaux sociaux pour avoir des coups de main de la part de ceux qui sont déjà dans ce type de consommation et qui m'aiguillent un peu pour éviter que je commette des erreurs et pour que je puisse trouver assez facilement et assez rapidement des solutions qui répondent à mon challenge. Et oui, c'est ça, hein, vous n'êtes pas cantonné qu'à la région parisienne, vous avez fait appel aux internautes pour traverser exactement, parce qu'en fait, comme ça a duré assez longtemps et que je me suis déplacée toute cette période-là, j'ai embarqué mon défi avec moi. Donc je suis sur cette période retournée en Normandie, je suis aussi allée à Marseille, ville que je connaissais pas, donc c'est d'ailleurs là où a commencé le défi. Donc c'était une double difficulté pour moi, à la fois dans une ville nouvelle et en même temps
un défi nouveau. Enfin, tout était nouveau, donc j'avais rapidement aussi pour ça demandé de l'aide sur les réseaux sociaux et j'ai été assez surprise que les gens ont répondu vraiment présents. Enfin, ils étaient tout à fait enthousiastes à l'idée de m'aider. J'ai eu beaucoup de conseils, de bonnes adresses et j'avais le sentiment à la fois que il y avait des gens qui étaient contents de partager leurs bons plans parce qu'ils sont dans ce type de consommation et qu'ils ont envie d'aider d'autres personnes à justement se convertir au circuit court. Et en même temps, il y avait des gens qui étaient peut-être comme moi, qui avaient envie de le faire, mais qui manquaient d'un espèce de petit coup de pouce pour le faire et du coup qui attendaient un petit peu l'avancée de mes aventures avec impatience et qui me questionnaient au cours de mes avancées. Enfin, voilà, il y avait une petite sorte de communauté assez qui me suivait, qui m'encourageait et d'ailleurs c'était assez motivant de savoir qu'il y avait tout un tas de gens derrière et du coup j'avais le sentiment encore plus fort de devoir respecter ce défi aussi à la fois pour les raisons qu'on a évoquées, les raisons qui m'ont poussé à lancer ce défi-là, mais aussi après parce que cette communauté-là était en attente de connaissances et en attente de savoir si ça pouvait marcher et comment ça marcherait, quoi. Ouais, et alors au final, la grande question que l'on peut se poser, c'est celle du prix. Hein. Est-ce que ça coûte plus cher ou moins cher de fonctionner en circuit court comme vous l'avez fait, c'est-à-dire sans aucune intermédiaire entre le producteur et vous, hein, la consommatrice? Oui. Alors, il pouvait y avoir un intermédiaire, en fait. J'ai quand même eu recours à des solutions où il y avait un intermédiaire, comme des plateformes numériques, par exemple, qui se développent, mais qui doivent être l'unique intermédiaire entre le producteur et moi. Et donc, voilà, au final, j'ai été particulièrement surprise parce que je m'attendais à dépenser plus. C'était d'ailleurs le postulat de base de cette expérience. Et finalement, je me suis rendu compte que j'avais dépensé moins parce que juste avant de me lancer dans ce défi, j'étais allée uniquement au supermarché. J'avais fait mes achats courants et puis j'avais tenu un carnet de compte assez scrupuleusement. Et ensuite, quand je me suis lancée dans l'expérience des circuits courts, j'ai toujours tenu ce carnet de compte aussi scrupuleusement et puis je faisais toujours mes achats, mes achats courants que j'ai modifiés, mais on va en parler plus tard, j'imagine. Et du coup, j'ai pu comparer vraiment de façon assez facile en fait les deux et j'ai pu voir que j'avais dépensé autour de 10% de moins, donc c'est pas rien, c'est assez conséquent. Et alors peut-être je peux expliquer, enfin il y a plusieurs raisons qui justifient ça. Alors du coup moi j'ai dû revoir certaines habitudes, je ne consommais pas exactement la même chose parce que en circuit court on consomme uniquement des produits de saison évidemment et la plupart du temps ce sont des produits locaux aussi, donc ça réduit quand même un peu, notamment en termes de fruits et légumes. J'avais quand même un peu moins de choix, enfin surtout il fallait que j'abandonne certains produits que j'avais l'habitude de consommer. Alors évidemment on pense tout de suite aux tomates et aux fraises en hiver, il faut bien évidemment faire une croix dessus, mais c'est pas seulement ça en fait. Par exemple des oranges, c'est pas la saison en hiver, en France on n'est pas censé en trouver, donc voilà, il fallait aussi revoir un peu ça. Il fallait que je me cantonne vraiment aux fruits et légumes de saison, mais pour peu qu'on s'intéresse un petit peu à nos régions et à ce qu'elles produisent, finalement, il y a une diversité peut-être plus forte que ce qu'on peut imaginer, parce que rien que sur le mois de février en Île-de-France, on peut trouver 34 variétés de fruits et légumes différents. Donc c'est pas non plus ultra restreint, c'est juste que ce sont d'autres légumes qu'on n'a pas forcément l'habitude de consommer, pas forcément l'habitude de cuisiner. Je pense par exemple à des navets boules d'or ou à différentes courges, tout type de courges qui poussent en plein hiver. Et donc voilà, moi j'ai dû réapprendre donc à cuisiner ces légumes que je connaissais pas forcément et à revoir un peu certaines habitudes. J'ai dû aussi faire pas mal de choses, plus de choses par moi-même. Je pense des choses toutes simples. Moi, j'ai acheté toujours, par exemple, mes pâtes à tarte toutes faites en grande surface. Et voilà, j'ai dû apprendre à faire ma pâte à tarte moi-même. Et puis, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais j'ai dû aussi faire mes propres produits cosmétiques, les produits d'entretien de la maison. Enfin, j'ai dû faire pas mal de choses parce que ce sont des choses finalement qu'on a l'habitude d'acheter en grande surface et on se pose pas forcément la question de savoir où on peut les trouver ailleurs. Le dentifrice, la lessive, voilà. Des choses comme ça. Hein. Exactement. D'ailleurs, la lessive, vous faites bien d'en parler parce que je pense que c'est un exemple qui est assez marquant et
explique assez facilement le fait que j'ai pu dépenser moins. Quand j'étais donc de passage à Marseille, on m'avait recommandé d'aller chez un savonnier artisanal pour justement me procurer des pastilles de lessive et donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai payé mon sachet 6,50 €, mon sachet de pastilles de lessive, et puis de retour chez moi, j'ai appliqué la recette que m'avait donnée le savonnier. Donc c'est ultra simple, il suffit de mettre quelques pastilles de ces fameuses pastilles de lessive, pardon, et de faire bouillir de l'eau, et en 5 minutes top chrono, la lessive est faite. Il suffit après d'attendre quelques heures pour que ça se solidifie. Et on a exactement le même produit qu'on peut retrouver ensuite en supermarché. Et alors à 6,50 €, ce qui est incroyable, c'est que vous avez réussi à tenir longtemps. Enfin, c'est ce que vous racontez en tout cas. Bah, là, c'était plus d'un an en fait. Plus d'un an de lessive avec 6,50 €. Donc là, quand on sait qu'une lessive 5 litres, c'est pas toujours donné. Ouais, exactement. Bah, j'avais regardé un petit peu. Je pense que c'est à peu près 100 fois moins cher qu'un sachet de lessive classique, enfin que la lessive liquide qu'on achète en supermarché. Donc voilà, c'est avec des astuces comme ça, enfin des choses faites maison, que j'ai réussi à finalement faire baisser ma note, parce que pris individuellement, certains produits artisanaux, certains produits fermiers sont plus chers en fait en circuit court. Je pense notamment au fromage ou aux yaourts fermiers par exemple. Ils sont un peu plus chers que des yaourts industriels. Tous les produits transformés d'une manière générale, et quand ils sont transformés de manière artisanale, ils sont un peu plus chers. Mais finalement, quand on accepte de revoir ses habitudes et de faire beaucoup de choses par soi-même, ça coûte moins cher. Et il y a aussi une explication que j'ai trouvée après, parce que j'étais la première surprise par ce constat-là, c'est que en circuit court, on peut pas se dire au dernier moment qu'on va faire un plat, tel ou tel plat. Il faut vraiment prévoir. On peut pas se rendre sur un marché de producteurs ou se faire livrer ses courses au dernier moment. Donc il faut planifier ses repas, il faut s'organiser, et ça m'a permis, moi, enfin j'ai le sentiment que ça m'a permis de beaucoup moins gaspiller du coup, parce que j'achetais uniquement ce dont j'avais besoin en fait. J'étais pas incitée par des promotions ou des campagnes marketing à acheter ce dont je n'ai pas forcément besoin, et du coup je gaspillais vraiment beaucoup moins de nourriture. Donc ça me permet aussi après de m'y retrouver financièrement. On pense tous évidemment au lot de 8 pots de lait qui est en promotion et qui nous inspire à acheter, et qu'on n'aura finalement jamais consommé parce que la date de péremption est courte. Et alors justement, Mathilde Gola, 100 jours après, voilà, le livre est sorti il y a une quinzaine de jours. Est-ce que vous continuez à consommer en circuit court? Vous êtes retourné dans un supermarché? Oui, alors effectivement, je suis retournée dans les supermarchés, mais j'essaye de réduire au maximum mes passages en supermarché, parce que j'ai appris tellement de choses, que finalement j'ai découvert tellement de produits de qualité. Enfin, j'ai tellement changé, modifié ma consommation pendant ce défi et j'ai appris trop de choses pour revenir en arrière. Alors, je privilégie vraiment au maximum les circuits courts tant que c'est possible. Après, je suis moins stricte que pendant le défi, et si j'ai un imprévu un jour, je vais pas essayer de courir et de chercher une solution à tout prix. Je vais me rendre au supermarché si j'ai pas d'autre choix. Et puis il y a quelques produits qu'on trouve pas en dehors des grandes surfaces. Malheureusement, peut-être que ça va changer, mais il y a certains produits qu'on trouve toujours pas. Donc voilà, je cherche moins de solutions comme je pouvais le chercher pendant le défi, à tout prix à les contourner. Si j'ai un impératif, voilà, je le fais, mais j'essaye vraiment de limiter mes passages. Et d'ailleurs, comme j'ai acquis plein de nouveaux réflexes, je pense notamment à La Ruche qui dit oui, ou aux différentes plateformes numériques qui permettent de vendre des produits fermiers et de qualité en ligne, et qui sont finalement très faciles. Donc voilà, je me tourne beaucoup vers ces solutions-là. Et puis dès que je peux, je vois des marchés paysans à proximité de chez moi. Je manque pas d'y faire un tour. Que c'est aussi ce qui est le plus intéressant. Et ce qui m'a beaucoup plu aussi pendant tout le défi, c'était les relations que j'ai pu entretenir avec les producteurs, parce qu'ils sont toujours très friands de partager leur savoir, leurs connaissances. Ils sont même heureux de livrer leur secret de fabrication, si je puis dire, mais parce que eux, il faut savoir que quand même c'est du coup des paysans qui sont bien souvent
qui habitent et qui travaillent dans des lieux reculés, dans des lieux isolés. Ils n'ont pas forcément beaucoup de contacts, beaucoup de liens avec leurs clients, avec la société tout bonnement. Et le fait d'avoir quelques échanges comme ça avec les gens qui consomment leurs produits, d'avoir un compliment sur leur yaourt ou leur tomate, ça égaye leur journée. Enfin, c'est ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils apprécient vraiment ces retours, les contacts qu'ils peuvent nouer. Ces liens pour eux sont presque essentiels en fait. Et alors quand vous voyez les grandes surfaces, Mathilde Gola, qui renouent avec les petits producteurs en proposant des stands spéciaux dans les magasins, les épiceries fines dans les villes de France qui se développent de plus en plus, qu'est-ce que cela vous inspire? Vous y croyez en ce système-là? Alors faudrait que je mène l'enquête, moi, pour avoir posé la question à certains producteurs qui étaient, avant de se lancer en circuit court, la plupart du temps, qui avaient fait l'expérience de la grande distribution, me disent qu'ils sont un peu perplexes parce qu'ils ont toujours été bien traités par les grandes surfaces. Mais c'est vrai, comme le sujet a été vraiment mis sur la table, que les consommateurs ont envie de changer, ils ont envie d'avoir plus de transparence. Je pense que les scandales alimentaires dont on a tous conscience nous incitent vraiment à changer certains réflexes. Peut-être que du coup les grandes surfaces joueront davantage le jeu, traiteront un peu mieux les agriculteurs, et je pense qu'à un moment donné ils n'auront plus le choix finalement que de s'adapter à ça. Donc après faut être vigilant, mais si les grandes surfaces acceptent de mieux rémunérer les producteurs, de mettre en avant les produits locaux, enfin de faire des choses qui relèvent finalement du bon sens, je pense que c'est une bonne chose. Enfin, c'est tant mieux. Enfin, après faut vérifier que ce soit pas simplement des campagnes marketing et des campagnes de publicité, parce que ça peut l'être aussi, comme c'est dans l'air du temps. Mais voilà, moi je me suis pas encore penchée sur la question, j'ai pas vérifié vraiment l'envers de cette démarche de la part des grands distributeurs, mais voilà, si elle peut peut-être être honnête, je sais pas en fait. Bon, voilà, en tout cas une initiative qui méritait d'être soulignée. Merci beaucoup Mathilde Gola. À vous. Je rappelle en tout cas le titre de votre livre, donc 100 jours sans supermarché, le premier guide des circuits courts aux éditions Flammarion, ce guide qui vous aidera donc à consommer mieux et surtout à consommer plus proche de nos producteurs français. On savait qu'il y avait le salon de l'agriculture. Oui, parce que moi j'ai découvert que ça pouvait vraiment être une solution à la crise agricole. Exactement. Voilà, donc un livre que toute la rédaction de C'est l'Info vous recommande. Merci beaucoup Mathilde Gola. Merci à vous, merci. Voilà, un entretien extrêmement intéressant, en tout cas, de Mathilde Gola. Des entretiens même toujours très intéressants avec l'ensemble de nos invités. C'est l'Info, Paolo Levi, qui était d'ailleurs avec nous la semaine dernière, que vous pourrez réécouter. Alors évidemment, cette semaine, plein d'autres sujets ont marqué notre attention. Je pense notamment au débat du Parti Socialiste. À défaut d'avoir mobilisé les foules pendant une campagne ô combien terne, ennuyeuse et confidentielle, les socialistes se retrouvaient pour un débat mercredi soir sur LCI avant le vote de la semaine prochaine du 15 mars. On aura l'occasion d'y revenir dans les prochaines semaines sur cette info. Et puis la communauté juive qui s'attaque à l'antisémitisme sur internet. Dîner annuel d'Emmanuel Macron avec le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Et le CRIF s'intéresse désormais à internet, puisque d'après plusieurs études, le triptyque formé par les réseaux sociaux, les forums et le partage de vidéos constitue un monde médiatique particulièrement propice à l'expression, la radicalisation et à la propagation de propos jugés antisémites. Également dans l'actualité, et là on en parlera également la semaine prochaine avec Fabien Herbert, Vladimir Poutine qui rêve de suprématie, et notamment de suprématie nucléaire, mais je vous en dirai plus la semaine prochaine sur C'est l'Info. D'ici là, portez-vous bien, retrouvez bien évidemment tous les podcasts sur www.c-l'info.fr et je vous souhaite une excellente semaine. Salut à tous.